Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission. Nouvelle émission au début de laquelle, selon la tradition, je vous donne quelques nouvelles de notre petite entreprise. Alors, il y a un paradoxe terrible, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai remercié le mouvement de soutien financier et d'abonnement qui allait en s'amplifiant, et paf, tout à coup, il a perdu par rapport à la semaine précédente. Donc, je pense qu'au contraire, il vaut mieux que je dise que rien ne va et qu'il faut absolument que vous accouriez pour, vous abonner et deux, nous soutenir, ce qui n'est pas la même chose. Vous abonner, c'est cliquer sur iTunes, par exemple, ou sur l'un des sites qu'on vous propose, qui vous permet toutes les semaines d'avoir l'émission, et nous soutenir, c'est aller sur la partie où vous pouvez prendre un abonnement mensuel qui est prélevé par une société honnête et spécialisée, et qui nous permet d'assurer notre indépendance, et je ne dirais pas notre prospérité, mais notre possibilité de continuer. L'ont d'ailleurs fait, et au tout début sur Ulule, un certain nombre d'auditeurs que nous nous étions engagés, et de bon cœur, à remercier en citant leurs noms, et je commence en remerciant Olivier Gilibert, Jérôme Marchal, Leslie Pierrot-Bon et Christophe Blond. Lucille. Alors moi, je remercie Hélène Labruni, Hélène Baudouin, André Cher et Sophie Delplace. Nicolas. Je remercie Benoît Picard, Caroline Vinot, Agathe Soyeux, Adrien Véron et Juliane Moreau. Philippe Frémois, qui nous souhaitons la bienvenue puisque c'est sa première dans cette émission. Eh bien, je remercie Farid Ouatmani, Roland Bonnet, Aurélien Couder, Gwenda Gudvasser et Roland Genet. Jean-Louis Bourlange, moi, ma gratitude va à Patrice Chevier, Patrick Veillère et Marina Teller. Merci beaucoup et nous allons donc, après que j'ai rappelé que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui cette semaine a choisi de s'intéresser au nouveau président à vie et à la situation qui se développe, à la situation politique de plus en plus loin de la démocratie qui se développe dans des pays qui, pour la plupart d'entre eux, s'en réclament. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, Philippe Frémaux, éditorialiste à Alternative économique, et Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine. Nous commencerons, et peut-être sans doute même consacrerons-nous l'ensemble de cette émission, nous commencerons par le président de la République face aux grèves et les grèves face au président de la République. En début de semaine, les 2 premiers articles de la réforme de la SNCF ont été votés à l'Assemblée nationale, malgré un mouvement social d'envergure et des débats houleux avec l'opposition de droite comme de gauche. Le premier article autorise le gouvernement à modifier le statut de la SNCF, qui, d'établissement public à caractère industriel et commercial, deviendrait société nationale à capitaux publics. Il met également fin au statut de cheminot. Et le second article répond aux différentes directives européennes sur la libéralisation du secteur ferroviaire. Il habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance sur l'ouverture à la concurrence. Cette réforme, marquée par le soutien d'une large majorité de Français selon l'IFOP, repose en partie sur les conclusions du rapport Spinetta sur l'état de la compagnie ferroviaire française. Ce rapport, remis au gouvernement mi-février, dressait un constat particulièrement alarmiste de la situation, insistant notamment sur le poids des 54 milliards d'euros de dette, sur l'émergence d'une forte concurrence émanant des nouvelles formes de mobilité à bas coût, et recommandant la fermeture d'environ 9000 km de lignes, soit le tiers du total des lignes actuellement exploitées. Si cette dernière recommandation a été écartée par le gouvernement, le même gouvernement n'a cessé d'affirmer sa détermination à aller jusqu'au bout. Les syndicats ont lancé un mouvement de grève sans précédent, le plus important depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, avec 2 jours de débrayage tous les 5 jours, et ce pour une durée de 3 mois renouvelable. Ils estiment que les salariés de la SNCF n'ont pas à payer pour une dette due en grande partie au développement du réseau TGV et d'autres décisions de l'État. Mais cette réforme
réforme n'est pas la seule source de conflits ces dernières semaines. Air France, Carrefour et les éboueurs de quelques grandes villes françaises ont aussi engagé un bras de fer social dirigé contre des vagues de licenciements, des baisses de salaire ou la dégradation globale de leurs conditions de travail. À travers la France, des journées justice morte expriment l'hostilité à la prochaine réforme de la justice. Une quinzaine de campus universitaires sont occupés pour des raisons qui vont d'une critique de la réforme Blanquer au soutien au Venezuela en passant par la solidarité avec les grévistes de la SNCF. Et à Notre-Dame-des-Landes, enfin, l'évacuation des zadistes a mobilisé et mobilisera sans doute encore d'importantes forces de l'ordre. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, ce qui me semble très intéressant, c'est que on est dans une situation où le gouvernement dit qu'il négocie. Et en même temps, la loi est votée à l'Assemblée nationale. Et au fond, je trouve que là, il y a quelque chose qui nous dit, sur le mode de gouvernement actuel, la manière dont peut-être certaines attitudes sont qualifiées de négociation, tandis qu'en même temps, une vision autoritaire se développe à l'Assemblée, parce qu'on sait que là, le président de la République et son gouvernement ont une majorité... est-ce que je dois dire écrasante, après que le 1 ait consacré son numéro au président à vie? En tout cas, il est clair qu'à l'Assemblée, il n'y a guère de risque que le débat et la négociation existent réellement, on connaît le résultat à l'avance. Donc je crois que là, ce qui se joue, c'est quelque chose sur le style de gouvernement, et que quelque part, la détermination dont le gouvernement, dont Emmanuel Macron, lors de son intervention hier, affirme vouloir faire preuve, c'est la question de l'exemple. Au-delà, on vient de le dire, au-delà de la question de la réforme de la SNCF, puisque le sujet de la dette, progressivement, à l'occasion des débats depuis quelques semaines, on a compris que les cheminots n'étaient pas responsables de la dette de plus de 50 milliards de la SNCF, que le statut, quelque part, n'était sans doute pas un élément fondamental de modernisation, même par rapport aux directives de Bruxelles, comme on dit, directives sur lesquelles la France a été extrêmement à l'initiative, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui tenir le discours de dire que c'est Bruxelles qui est responsable. On sait que là-dessus, la question du rôle qu'a joué la France et donc du choix qui a été fait très en amont de pouvoir modifier le statut de la SNCF est quelque chose qui pèse. Et donc, le sujet, c'est est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout parce que, comme dit Emmanuel Macron, je l'ai dit, je le ferai, ou est-ce qu'il faut s'engager dans une véritable négociation avec les syndicats qui sont autant de contre-pouvoirs? Est-ce qu'au fond, le sujet de la démocratie sociale a encore un sens en France? Et aussi, est-ce que, vis-à-vis de l'opinion publique, c'est afficher la modernité que d'aller jusqu'au bout? Je crois que ce sont des questions qui sont aujourd'hui ouvertes, alors que, effectivement, l'opinion publique est majoritairement favorable à une modification, à une réforme de la SNCF. Sait-elle seulement ce que veut dire la réforme? Et est-elle sûre que cette réforme amènera une amélioration d'un service public qui est aujourd'hui dégradé? Nicolas Bavrez. Alors, il me semble que ce qui est important, c'est de bien souligner que c'est un tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron et que la SNCF n'est pas un objet social ordinaire. C'est vrai qu'on pourrait dire que la France est d'une manière l'instituteur dans son école et le cheminot dans sa gare. Donc, quand on aborde ce genre de réforme, il vaut mieux avoir bien réfléchi. Donc, la SNCF, c'est le Front populaire en 1937. C'est ensuite une histoire. Et puis, récemment, c'est quand même la grève de 95 qui a ruiné le septennat de Jacques Chirac avant même sa dissolution hasardeuse. Donc, c'est un objet qui est extrêmement symbolique. Donc, le rail en France, il y a cette dimension politique et puis il y a un problème économique. C'est pas la SNCF, mais si on prend le système ferroviaire, le chiffre d'affaires est de 22 milliards après 11 milliards de concours publics. Il y a 3 milliards qui sont affectés par ailleurs à la caisse de retraite des cheminots pour des raisons démographiques. Et tout ceci débouche sur 3 milliards de déficit annuel et on l'a rappelé, 54 milliards de dettes. Donc, il y a un problème financier, un problème économique qui a été rappelé avec une concurrence croissante des autres modes de transport et des technologies. Alors à partir de là, c'est vrai que il y a un problème de méthode. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui me frappe, et ça rejoint ce qui a été dit à l'instant par Lucille Schmitt, c'est que personne ne sait pour l'instant quel est le projet du gouvernement pour... on parle d'un pacte ferroviaire, et c'est vrai que je pense que le système ne peut pas rester tel qu'il est, mais personne ne sait vraiment quel est ce pacte. Je donnerai un exemple qui est le cœur du problème, la sortie du statut.
Je pense qu'elle est indispensable parce que la rigidité et puis le fait que ça représente grosso modo 4% d'augmentation de la masse salariale par an, c'est vrai que c'est sans doute intenable. Mais si on supprime le statut, ça ne veut pas dire qu'il ne va y avoir rien. Il faut qu'il y ait une convention collective du rail. Et cette convention collective du rail, pour l'instant, elle n'existe pas. Et je pense que c'est d'ailleurs une des choses qu'il va falloir essayer de travailler pour une sortie de crise. Même chose sur la dette. Il n'y a pas de lien direct entre le statut et la dette. La dette, elle a été largement accumulée par des décisions du gouvernement pour construire des lignes de TGV qui sont de moins en moins, qui créent maintenant des déficits supplémentaires. Donc, la dette en elle-même, largement, en dehors de la partie des déficits passés de la SNCF, elle est surtout liée, c'est en fait une dette publique déguisée. Mais si on veut il est clair que si on doit avoir un nouveau pacte, la question de la dette est importante. Et pour ça, il y a un précédent qui visiblement inspire le gouvernement, mais qui n'a pas été évoqué jusqu'au bout, qui est le précédent allemand, qui est dans des conditions particulières. Donc après la réunification, en 1994, il y avait d'un côté une entreprise en Allemagne de l'Est avec un réseau extrêmement dégradé, des fonctionnaires, et puis de l'autre côté, une entreprise qui elle-même avait des problèmes et qui était endettée. Donc les Allemands ont créé une nouvelle entreprise, la Deutsche Bahn, et ont fait à l'époque le désendettement contre un changement de statut. Donc cette démarche peut-être, à mon avis, est assez bonne, mais encore faut-il l'expliciter. Et c'est vrai qu'il y a pour ça une forme de paradoxe à voter des ordonnances qui, en même temps qu'on négocie sur ces aspects. Parce qu'en fait, les députés sont en train de voter un pacte ferroviaire, enfin d'autoriser le gouvernement à voter un pacte ferroviaire dont personne ne sait exactement ce qu'il est. Philippe Frémaux. J'ai plus grand-chose à dire, parce que entre Lucille et Nicolas qui sont à peu près d'accord, finalement, moi je suis également à peu près d'accord avec eux. Il y a un premier sujet qui est effectivement le sujet de quels sont les objectifs du gouvernement. Et c'est vrai que le soupçon naît dans la façon dont ça a été mis en œuvre, qu'il y a une volonté, en gros, de casser du syndicat, de casser de la CGT, et être dans une logique où, au fond, des salariés qui conservent une sorte de statut particulier dont on connaît l'historique. Je veux dire, c'est pas un hasard s'ils ont des casquettes, des uniformes. Enfin, il y a un côté militaire qui est lié aux suggestions qu'ils subissent et en même temps à l'importance stratégique du rail, notamment sur le plan d'ailleurs militaire au 19e siècle. Bon, donc, mais on va pas refaire l'histoire de la SNCF ici, mais qui explique aussi l'attachement des salariés viscéral à la fois à leur entreprise et au statut qui lui est lié. Mais bon, il y a une volonté finalement de dire c'est insupportable dans le monde moderne aujourd'hui qu'il y ait des salariés qui aient un statut particulier, il faut que tout soit mobile, il faut que tout soit liquide, et donc on va supprimer tout ça. Et évidemment, dans une logique qui est perçue comme une logique d'alignement par le bas, on peut comprendre que les salariés de la SNCF qui ne se vivent pas comme des privilégiés au vu de ce qu'ils subissent. Je veux dire, les conducteurs de la SNCF n'ont pas les salaires des pilotes d'Air France. Je veux dire, sans vouloir attaquer cette grande entreprise semi-publique qu'est Air France, je veux dire, on en grève. On vit pas vraiment dans le même monde. Voilà, je veux dire. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice. La seconde chose, c'est que de fait, moi personnellement, en tant que social-démocrate un peu radical, mais néanmoins éclairé, je ne suis pas fanatique des statuts. Je veux dire, la réforme de la fonction publique suédoise me convient tout à fait. Un pays où il n'y a plus de fonctionnaires, où il y a plus d'agents publics qui rendent des bons services qu'en France, ça me va tout à fait. Mais dans le même temps, je veux dire, on nous a parlé d'abord du statut comme si c'était le problème, comme si c'était le problème standard. Ensuite, on nous dit que c'est plus le problème. Et surtout, on ne nous dit pas quel va être le projet d'organisation ou de transformation qui justifierait, sur le plan d'organisation industrielle, qu'on modifie ce statut. Quand j'entends, effectivement, un responsable de ligne m'expliquer que sa petite ligne, elle pourrait être moins en déficit si, effectivement, le conducteur est capable aussi de contrôler les tickets, éventuellement de donner un coup de balai dans le train en arrivant au terminus avant de repartir dans l'autre sens, qu'on m'explique en quoi le statut rend cette chose impossible. Et à ce moment-là, je peux comprendre qu'on fasse des évolutions du statut. Mais là, on a présenté le statut comme l'ennemi d'emblée dans la discussion, au nom d'une vision générale de la flexibilisation générale de l'emploi, au lieu de nous proposer un projet d'organisation industrielle. Et alors, il y a une seconde question qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder, mais sur laquelle je reviendrai après, qui est que sur la question, effectivement, de la dette,
on a mis en relation la façon dont la SNCF travaille avec cette dette, et on sait bien que cette dette est d'abord liée à une politique d'investissement qui a été décidée par le gouvernement. Je vais faire une analogie avec les autoroutes. Comme pour les autoroutes, effectivement, si aujourd'hui vous obligiez Vinci à construire des autoroutes en race campagne dans des endroits où il n'y a pratiquement aucune voiture qui passe, ensuite, Vinci, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accumuler de la dette. Vous dire, oh là là, c'est affreux, Vinci est endetté. Bon, c'est en gros ce qu'on a fait avec les TGV. C'est-à-dire, on a construit des TGV qui sont de facto non rentables. C'est pas ce qu'on a fait avec Vinci. Hein. Non, c'est pas ce qu'on a fait avec Vinci. Avec Vinci, qu'est-ce qu'on a fait ? On a construit des autoroutes et on a privatisé à des conditions qui assuraient la profitabilité de Vinci de ces mêmes autoroutes. D'ailleurs, la CGT, qui n'est pas idiote, propose qu'on mette à profit les profits de Vinci pour effectivement financer l'investissement en infrastructure future de la SNCF. Ce qui prouve qu'ils ont bien compris le sujet. Bon. Alors, dans ces conditions, je pense qu'il faut aussi débattre de quels pourraient être les avantages de la mise en concurrence. Et c'est vrai que face à une industrie qui est d'abord une sorte de monopole naturel, on ne va pas construire 2 gares de Lyon, on ne va pas construire 2 lignes Paris-Lyon pour mettre en concurrence des trains sur 2 lignes. Donc on a un réseau qui est un monopole, et donc la concurrence, ça consiste en quoi ? Ça consiste soit à faire des appels d'offres pour faire rouler des trains qui ne soient pas les trains de la SNCF sur toute une partie du réseau, comme c'est le cas, par exemple, en Angleterre, où il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas 2 trains différents sur la même ligne, soit, effectivement, à accorder des créneaux particuliers à d'autres compagnies pour faire rouler des trains sur certaines grandes lignes. Mais en quoi ça résout le problème ? Ça résout le problème, dans le premier cas, parce qu'on a des gens qui sont payés moins cher pour faire le même boulot, et donc on comprend que les salariés se sentent attaqués, sauf si on nous explique les gains de productivité qui vont être faits, comme je l'ai dit au début. Mais à ce moment-là, pourquoi modifier le statut ? Faisons des gains de productivité. Et dans le second cas, on sait très bien que les compagnies qui vont proposer une offre sur le Paris-Lyon, elles vont faire ce qu'on appelle du cream skimming dans le discours économique. C'est-à-dire, elles vont prendre les parties les plus rentables, et là, il y aura un peu de concurrence, mais les problèmes de mobilité réelle auxquels sont confrontés les Français ne seront pas résolus par la concurrence. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est une affaire extrêmement intéressante. Je ne sais pas si c'est déjà un tournant du quinquennat, mais on vit, le président Macron et sa majorité, son gouvernement, l'opinion publique vivent certainement des moments assez décisifs dans l'histoire de la société, de l'économie et de la politique française. Je crois qu'il faut partir de l'idée que les réformes, quelles qu'elles soient, dans ce pays sont actuellement extrêmement difficiles à conduire. Je crois qu'il y a trois forces qui caractérisent cette difficulté. Premièrement, la société française est profondément fragmentée. Le président parle de la nécessité d'unir les Français. En réalité, je trouve que nous n'avons affaire qu'à des partis de premier tour. Ça a été très sensible au moment de la présidentielle. Les reports se sont mal faits. On n'a jamais eu autant d'abstention et de vote blanc. On a vu à droite des gens qui disaient non, on va pas voter contre le Front National, on s'en fiche que ce soit Marine Le Pen ou Macron. À gauche, à l'extrême gauche, Mélenchon a tenu un discours qui est un discours totalement insolite, n'appelant pas à voter contre le Front National, mais laissant... tout ça est le signe de forces, de groupes qui sont de plus en plus enquistés dans leurs convictions, leurs affaires, qui ne regardent pas ailleurs et qui n'ont pas envie de passer des compromis. Donc ça, c'est une première difficulté. La seconde difficulté, c'est qu'il y a une tentation que Moses aurait appelée à propos de la guerre de 14, mais de brutalisation, ou Muxel et Galland diraient de radicalité, de brutalisation. Alors là, c'est à la fois international, européen, national, social. On ne se parle plus, on tape, on occupe, on fait du zadisme, on ne fait pas des grèves, on fait quelque chose de beaucoup plus dur, un peu partout. Et donc, là encore, ça rend très difficile le travail réformiste. Et troisièmement, il y a ce que j'appellerais, sans le prendre en mauvaise part, le conservatisme, c'est-à-dire l'attachement assez profond de la société française à un modèle qui est un modèle
assurément dépassé, un modèle stato-centré, un modèle fondé sur des statuts, un modèle fondé sur un arbitrage étatique, une relative fermeture des frontières, qui est absolument contraire à l'évolution générale. Donc le gouvernement est confronté à une situation qui est très difficile, lui qui veut en fait engager un changement. À ce moment-là, face à cela, quelle est la stratégie ? Alors on voit bien, il me semble qu'il y a 3 stratégies possibles qui sont symbolisées dans notre histoire par 3 grandes figures, Mendès, Rocard, De Gaulle. Mendès, c'est ce que ne fait pas le gouvernement, c'est-à-dire on met tout sur la table, on répartit, chacun prend sa part de responsabilité, et effectivement, le statut joue un certain rôle dans les difficultés de la SNCF, c'est indiscutable, mais c'est extrêmement difficile de dire que c'est lui le principal ou l'unique responsable. Il y a l'actionnaire qui a fait des choix extrêmement malencontreux, le dernier en date étant de demander à M. Pépi d'acheter des TGV pour sauver Alstom, ce qui est la confusion des principes à l'état pur, mais il n'y a pas que ça. Les grands investissements de lignes de TGV ont été pour une grande partie d'entre eux décidés sans souci de la rentabilité réelle. Et je comprends très bien, c'est très agréable un TGV. Les lignes territoriales sont défendues par les élus sont très responsables. On maintient des diesels avec un bilan carboné épouvantable au lieu de réfléchir concrètement à ce que pourrait être une desserte complémentaire de cas. Donc là, c'est la méthode Mendès. On réunit tout le monde et on estime que la lucidité va produire et la bonne volonté va produire quelque chose. Le problème, c'est que ça marche pas trop et que c'est pas par hasard que Mendès a été très très peu au pouvoir. La deuxième méthode que Rocard nous avait expliquée quand on avait été votre invité, Philippe, Rocard l'avait résumé en disant, une phrase absolument surréaliste et rocardissime, je suis le spécialiste des coups qui ne se voient pas. Vous me demandez quel est votre bilan, je suis le spécialiste des coups qui ne se voient pas. Et Rocard disait, pour qu'une réforme marche, il faut la faire à petit bruit, il faut rien dire, ne pas réveiller ce que Tocqueville aurait appelé les passions démocratiques, et il faut conclure un accord, acheter la réforme si on veut parler vulgairement, mais conclure un accord contractuel, avec les principales victimes, leur proposer un marché et essayer de faire quelque chose de rationnel et qui répond aux préoccupations fondamentales en désarmant la machine à angoisse que serait la réforme. Et la troisième méthode, c'est plutôt celle du gouvernement actuel, et je m'arrête, c'était celle du général de Gaulle, c'est-à-dire celle du général de Gaulle dans la gestion de crise du général de Gaulle, qui consiste en réalité à organiser une confrontation sur un abcès de fixation. Le modèle, c'est le putsch d'Alger. On a désarmé l'armée française, si je puis dire, on lui a laissé faire un putsch, alors même qu'on n'avait pas affiché la position de fond sur l'Algérie. Et l'adversaire a été rentré dans le piège, les généraux putschistes ont fait leur putsch, ils ont échoué, et à ce moment-là, le général a pu faire la réforme. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On met en exergue le statut des cheminots, parce que ça développe un réflexe de ressentiment chez les autres intéressés qui disent que ce qui nous embête, en plus, on le fait assez bien puisqu'on supprime pas le statut, on dit c'est juste les nouveaux entrants. Mais pourquoi ils se battent comme ça? On leur garde leurs privilèges et maintenant ils nous empêchent de circuler. Et effectivement, s'accumule à ce moment-là un ressentiment et une fois que la CGT aura été dans ce psychodrame, aura perdu la face dans le combat, à ce moment-là, il y aura une assez grande possibilité pour engager des réformes de fond. C'est assez cynique, mais ça s'explique. Lucile Schmitt. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on sait très bien déjà que les syndicats ne vont pas gagner sur cette question de la modification du statut, de l'abandon du statut. De toute façon, c'est en train d'être voté à l'Assemblée nationale, ce sera voté par le Parlement. Mais la question, c'est plutôt de voir en quoi peut consister pour eux une forme de victoire. Et moi, je pense qu'il est possible qu'ils gagnent une forme de victoire sur le fait d'avoir réussi à décrire au long de ces semaines qui s'écoulent une situation infiniment différente de celle que le gouvernement et Emmanuel Macron, et surtout le gouvernement, en fait, c'est Édouard Philippe qui est monté en première ligne sur ce sujet, et que le rapport Spinetta avait décrite. C'est-à-dire qu'on a compris, par exemple, que le sujet était la dette et non pas le statut,
On a compris que les cheminots n'étaient pas aussi privilégiés que ce qu'on voulait bien nous raconter, puisqu'on sait qu'ils ont des salaires autour de 1 600 € net, et on connaît leur suggestion particulière, dont parlait Philippe Frémaux. Et on a même eu des articles dans Capital, qui n'est pas un journal d'extrême gauche, nous expliquant que si on négociait dans le secteur privé, au fond, une nouvelle convention collective, si on négociait, peut-être que le prix, la masse salariale serait plus élevée parce que les cheminots sont très qualifiés. Donc on a compris ils n'étaient pas seulement des privilégiés, ils étaient au fond des personnes qualifiés, qui avaient une tradition d'ailleurs de formation permanente à la SNCF extrêmement intéressante, et on a interrogé des cheminots. Donc je trouve qu'à travers ce qui se passe depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui s'est dévoilé en termes de complexité de la situation, et ça fait partie aussi, entre guillemets, d'une démocratisation dans la société, d'une forme de contre-pouvoir latent qui apparaît et qui pourrait ensuite peser sur le reste du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc là-dessus, je suis en divergence avec Jean-Louis Bourlanges. Ce que je voulais dire Pourquoi, aussi... mon Dieu, je n'ai pas du tout le contraire. Mais ce que je veux dire par là, cher Jean-Louis, c'est que dans un moment où l'État, où Emmanuel Macron et son gouvernement ont une posture très autoritaire, en ayant une majorité très forte au Parlement, la question est de savoir, à l'Assemblée nationale, la question est de savoir d'où viendront les contre-pouvoirs, puisqu'ils ne seront pas institutionnels, et le sujet est ce qui peut se passer dans la société. La deuxième chose que je voulais dire, c'était quand même ce rapport Spinetta, fait par un ancien président d'Air France, avec Air France, qui, ça a été aussi rappelé, n'est pas une société qui a la même histoire et où les salariés n'ont pas la même situation que ceux de la SNCF. Quand on demande à Jean-Cyril Spinetta, certes, qui a été il y a très longtemps dans le gouvernement de Pierre Mauroy à gauche, mais qui ensuite a dans le cadre d'Air France, mis une politique en place qui est une politique, c'est l'aérien, c'est la libre concurrence mondiale. Quand on demande à Jean-Cyril Spinetta de réfléchir sur la SNCF, c'est qu'on a quand même quelque chose en tête. C'est au fond de considérer que toute forme de transport est égale à une autre forme de transport, ce qui n'est pas le cas pour le rail, qui, comme ça a été rappelé, est un monopole naturel. Donc le rapport Spinetta était à côté de la plaque, et notamment lorsqu'il a dit qu'il fallait supprimer les petites lignes, il a été immédiatement recadré. Mais il était aussi à côté de la plaque sur la question des personnels et du statut, parce que quelque part, je crois qu'il n'était pas conscient, au fond, de toute cette histoire de la SNCF. Il y avait là quelque chose d'un peu pervers, et moi, j'ai déjà dit ici que je trouve que, par exemple, toute une série de préoccupations sur la question écologique, sur la question du fret, sur la question, au fond, des inégalités territoriales ont été abordées ailleurs. Ils ont été abordés par les syndicats dont je rappelle, et je vais passer la parole, dont je rappelle qu'ils restent unis pour l'instant, que ce soit ceux qu'on qualifie habituellement de réformistes ou la CGT qu'on brandit en épouvantail et qui, dans ce conflit, je trouve, fait preuve d'une vraie modernité pour faire passer les messages. Dans la stratégie de type gaulliste que relevait Jean-Louis tout à l'heure, on voit bien que ce que Lucile vient de rappeler, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments réels de la situation de la SNCF, va à l'encontre. Mais en même temps, ce qui va à l'encontre, me semble-t-il, de ce que Lucile vient de rappeler, c'est le fait que ce ne sont pas ces rappels, si justes soient-ils, qui sont susceptibles de modifier une opinion qui trouve que la SNCF, ça ne marche pas. Nicolas disait tout à l'heure, je crois très justement, la France, c'est l'instituteur dans son école et le conducteur dans sa locomotive. Eh bien, le conducteur dans sa locomotive, ça fait trop d'années qu'il ne part pas, qu'il n'arrive pas, qu'il arrive en retard, etc. Pour qu'il y ait pas finalement dans l'opinion publique, me semble-t-il, une sorte de ressentiment à l'égard d'une mauvaise mère, je dirais, parce que je crois que la SNCF, c'est vraiment un élément de l'identité et que ça n'apporte de l'eau au moulin ou du grain à moudre, pour reprendre une expression syndicale, de la stratégie gaulliste d'Emmanuel Macron. Philippe Frémaux. Il y a un certain nombre de points qu'a soulevé Jean-Louis Bourlanges qui, effectivement, m'interrogent, dans le sens que, quand il a commencé à parler de la brutalité, je pensais qu'il allait faire allusion à la méthode du gouvernement, et en fait, je me suis retrouvé chez les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, c'est vrai que dans la façon dont la négociation est menée, je suis quand même assez désolé de voir que je crois que les syndicats se retrouvent face à une ministre, notamment, qui n'a pas les clés en main pour négocier avec eux. Et c'est une caractéristique du pouvoir actuel. C'est-à-dire qu'on a des ministres qui sont d'abord des techniciens, qui n'ont pas d'assises politiques,
qui bien souvent ont exercé d'ailleurs dans le passé des responsabilités qui les qualifient pas forcément pour tenir un discours de modernisation, puisque Madame Borne, si mes souvenirs sont bons, a été longtemps directrice de la stratégie de l'entreprise publique dont elle prétend aujourd'hui qu'elle fonctionne très mal et qu'il faut tout réorganiser. Donc c'est quand même une question qu'on peut se poser. Et surtout, c'est que face à des questions légitimes que posent les syndicats, et notamment les syndicats réformistes, elle dit « Ah ben non, ça je suis pas capable de répondre ». Et je sais de la part de dirigeants syndicaux que Muriel Pénicaud a pu se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire ils ont besoin de demander la permission à l'Élysée avant de dire oui ou non sur une question. Donc il n'y a pas de négociation possible dans ces cas-là, ou alors que Macron négocie directement avec eux. Donc ça, il y a quand même un problème de méthode. Prenez un exemple, le fameux sac à dos statutaire. C'est-à-dire que le gouvernement dit si demain votre ligne, la ligne sur laquelle vous travaillez est transmise du fait d'un appel d'offres que la SNCF aurait perdu à une compagnie concurrente, sans doute Veolia ou une filiale quelconque de la Caisse des dépôts, ce qui prouve qu'on restera quand même un peu dans le public. Mais vous allez conserver vos avantages et vos statuts. Alors ils disent ah oui, mais si cette entreprise a des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Si je veux pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et alors ils disent ah bah tout ça je sais pas trop, je peux pas vous garantir, etc. En gros, elle dit quelque chose et ensuite quand on lui pose des questions précises sur comment ça va se caractériser, elle répond ah non, ça je sais pas. Bon, et on peut faire une liste comme ça de toutes les situations sur lesquelles effectivement le gouvernement par exemple la reprise de la dette, on sait très bien que la reprise de la dette par le gouvernement est une nécessité. Alors je comprends qu'il soit pas très chaud pour le faire parce que ça évidemment, ça viendrait s'additionner à l'ensemble de la dette publique et ça serait pas très bien vis-à-vis de Bruxelles. Mais dans le même temps, il faudrait qu'ils mettent ça dans la balance et ils disent « Ah non, on le fera peut-être, hein, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe hier, si vous acceptez effectivement la remise en cause du statut. » Oui, Macron l'a dit. Nicolas Bavrez. Alors d'abord sur le fonctionnement de la SNCF, il y a quand même toute une partie des dysfonctionnements qui sont vraiment liés à l'État. Parce que comme on l'a dit, non seulement on a accumulé une dette impressionnante, mais les investissements n'ont pas été faits là où il le fallait. Autrement dit, on a laissé par exemple complètement se désintégrer tout le système des transports de l'Île-de-France au moment où on construisait des TGV qui n'ont pas de sens, ni économiquement, ni même pour leur utilité sociale. Et ça pourquoi ? Parce que inaugurer une ligne TGV, tout le monde est content. Effectivement, entretenir des trains de banlieue et le réseau de banlieue, ça ne se voit pas, ça coûte beaucoup d'argent, c'est compliqué et au total. Donc, non seulement cette dette est effectivement colossale, mais on a investi là où il n'y a pas de demande. Et là où il y avait, et ça, franchement, c'est la responsabilité de l'État beaucoup plus que celle de l'entreprise. Alors maintenant, est-ce qu'on est en 95 ? Je ne pense. Enfin, il y a un côté impréparation du gouvernement qui rejoint quand même un peu ce qui est. Mais la différence avec 95, c'est que la RATP n'est pas en grève, qu'on a dissocié le problème des retraites et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modes alternatifs de transport et de capacité à compenser une partie des nuisances créées par la grève. Le climat, il est assez intéressant parce que le climat social reflète cette fracturation de la société française. Incontestablement, ça se tend. On a fait la liste de tous les conflits, mais il n'y a pas la fameuse convergence des luttes n'existe pas. Donc, c'est le reflet de on a bien radicalité et fragmentation en même temps, ce qui, d'une certaine manière, crée la possibilité pour le gouvernement de sortir de la crise. Mais pour sortir de la crise, il faut trouver, parce que on voit qu'avec la lettre qui a été adressée aujourd'hui à Laurent Berger, en fait, la division des syndicats, elle commence à se faire. Et donc, il y a deux conditions. Trouver des vraies solutions pour la SNCF, et ça, la vraie solution, c'est ce qui était dit, c'est la négociation d'une convention collective pour la branche ferroviaire. Et pour l'opinion, je pense quand même que il faudrait adresser des signes positifs à l'opinion et des signes concrets, par exemple avec la baisse des taxes sur les carburants, enfin des choses qui permettent de dire aux Français qu'on comprend qu'ils passent des moments difficiles et qu'on les aide. Et dernière remarque, sur le système de pouvoir, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que
La grande différence, y compris avec le général de Gaulle, c'est qu'on n'a jamais eu une concentration du pouvoir équivalente à celle qu'on a aujourd'hui. Et que dans la logique de la Ve République, c'est vrai que c'est un militaire, le stratégique est à l'Élysée, l'opératif est à Matignon, le tactique est chez les ministres. Aujourd'hui, le tactique, l'opératif, tout est à l'Élysée. Et depuis Nicolas Sarkozy, on a eu la démonstration que ça ne pouvait pas marcher. Et le système Sarkozy était infiniment moins concentré et autoritaire que le système Macron. Jean-Louis Bourlanges. Oui, enfin, à l'époque de la guerre d'Algérie, ça fonctionnait comme ça aussi. C'était pas Michel Debré qui était l'artisan de la politique algérienne de Gaulle. Bon. Parce que c'était le niveau stratégique. Oui, mais tout était... Enfin, non, moi, je suis un peu étonné de la réaction de Lucie à mon égard, parce que je crois que vraiment, il faut avoir des oreilles pour entendre, parce que je ne vois pas... J'ai décrit 3 stratégies possibles pour un gouvernement. La stratégie de la vérité et de l'efficacité, la vérité et du partage du fardeau, qu'est la stratégie madésiste, la stratégie du silence, de la préparation et du contrat, qui était la stratégie expliquée, que nous avait expliqué Michel Rocard, et la stratégie de la confrontation et de la ruse, qui est d'inspiration gaulliste. Je trouve que pour un député de la majorité, dire que le président choisit la 3e voie, je ne vois pas où vous voyez une exaltation particulière de ce modus operandi. Ça me paraît... Mais c'est la première fois qu'on réconcilie la 3e fois avec le général de Gaulle. Oui, oui, mais si vous croyez que le règlement de l'affaire algérienne s'est fait de façon angélique et parfaite pour tout le monde, alors là, je crois que il y a une ça erreur. Ça ne nous avait pas échappé. Il y a une erreur historique. Donc le résultat, donc on voit bien, et ça s'explique en grande partie par la difficulté. Je pense que Macron l'a dit, d'ailleurs, je crois que c'était à Sofia ou à Bucarest, quand il avait fait un discours, il a dit que la France était irréformable, ou il a même dit à Versailles, d'ailleurs. Bon, et la France est très difficile à réformer, et donc il imagine des choses qui sont de cet ordre-là. Moi, je vais simplement voulu marquer ça. Sur les enjeux, je ne sais pas s'il va gagner. Moi, j'ai été assez gêné depuis le début, parce que moi, je suis fondamentalement un rationaliste, donc un irrationnel, parce que en politique, si vous êtes rationaliste, c'est que vous ne comprenez rien à la politique. Mais donc, j'ai trouvé que la focalisation sur le statut, j'ai les mêmes réactions que chacun d'entre vous en disant, mais le statut, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'on veut par ailleurs. Et donc, là, on le met sur le... Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Mais ce qui me paraît frappant, c'est 2 choses. C'est, d'une part, que les syndicats se battent pour quelque chose qui est très difficile à faire valoir pour eux, puisque leur statut n'est pas menacé. Le statut des cheminots n'est pas menacé. C'est le statut des cheminots de demain qui est menacé. Les cheminots de demain, par définition, n'existent pas. Bon. Et deuxièmement... Il y a quand même une limite à ça, c'est qu'il faut se rappeler que c'était un système de closed shop et qu'on est cheminot de père en fils assez largement. Oui, mais... Donc c'est quand même... est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Je ne sais pas, mais c'est quand même le... Oui, mais enfin, c'est ça, c'est difficile à défendre. Hein. Dans l'opinion. Non, et puis il y a la question effectivement du statut des gens qui seront mis en concurrence. Au-delà de ça, et alors sur les enjeux, il reste. Je crois que c'est ce que rappelait indirectement Philippe en disant que les gens, Philippe Meyer, pas le Premier ministre, les gens, le futur Premier ministre, moi aussi, c'est pas sûr. Ah oui, shadow gouvernement ici. Tout le monde s'appelle Philippe ici, c'est terrifiant. Bon, et c'est que en réalité, les problèmes sont posés. Le problème de la dette. C'est un problème absurde, parce qu'il est évident que le problème n'est pas de savoir où on met la dette. On voit très bien, enfin c'est un problème qui se pose, mais on voit très bien pourquoi le gouvernement n'a pas envie de réintégrer ça dans les comptes maastrichtiens, parce qu'il veut pas être mal avec Bruxelles, mais ça c'est des histoires de bureaucratie, de nomenclature européenne, etc. En réalité, Darmanin a raison quand il dit... si je fais 3 milliards de dettes par an supplémentaires, même quel que soit le sort que je réserve à la dette actuelle, dans 10 ans, mon successeur se retrouvera avec 30 milliards de dettes qu'il ne saura pas où mettre. Donc le problème fondamental, c'est la dette qui se crée chaque année. C'est les concours de l'État. Et là, le contribuable dit est-ce que je dois apporter ça? C'est un élément essentiel. L'apport annuel du tribut de l'État à la SNCF, c'est quelque chose qui est ressenti par le contribuable. Et enfin, le problème qui est à l'origine de tout ça, qui est le fait qu'il y a un déficit de compétitivité, il y a un coût d'exploitation qui est bien supérieur au coût des concurrents allemands. Alors tout ça,
là où le gouvernement a tort, c'est de dire statut, c'est le statut. C'est bien davantage, c'est bien autre chose que le statut, et notamment la responsabilité de l'État. Mais en réalité, le problème reste posé. Et c'est pourquoi, dans ce système très complexe, il n'y a pas, à mon avis, contagion du malaise SNCF à d'autres luttes, parce que c'est quand même un truc qui est lié, l'État, la SNCF et l'État, c'est nous. Et d'autre part, il y a l'idée que, il faut faire quelque chose. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais dire 3 choses assez courtes. La première, c'est que sur cette question de modification, du fait d'exonérer, qu'il n'y ait plus de statut pour ceux qui sont recrutés après, il y a quand même justement une injustice générationnelle qui peut exister, sauf si on garantit un haut niveau de protection sociale et la négociation d'une convention collective équilibrée. Donc ça, il faut quand même marquer là le paradoxe qui est de dire vous inquiétez pas, de toute façon, vous qui êtes déjà là, ça se passera bien, alors même que Emmanuel Macron nous explique qu'il veut remettre la société française en mouvement et qu'il n'arrête pas de nous parler de jeunesse et du fait qu'il faut regarder l'avenir. Donc là, cette injustice, elle est ressentie confusément. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce sujet du statut, quelque part, on se dit mais pourquoi en faire à ce point un totem ou un tabou, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose autour de... On a en tête aussi qu'est-ce qui peut se passer autour du statut des fonctionnaires. Et le statut, il est évoqué pour la SNCF, mais on sait très bien qu'Emmanuel Macron veut aussi modifier, rendre peut-être plus fluide, je ne sais pas, ce statut des fonctionnaires. Donc, il faut voir quelles sont les étapes suivante. On dit qu'il n'y a pas de congruence des luttes, qu'elles ne convergent pas pour l'instant, mais la question, c'est la succession. Que se passera-t-il l'année prochaine ? Que se passera-t-il au moment où on fait le prélèvement à la source sur l'imposition ? Actuellement, la mise en mouvement est tous azimuts, et on ne comprend plus la vision, le sens, et on ne comprend plus où est le respect de la société aussi par rapport à ça. Ne pas seulement penser que les Français sont juste frileux, qu'ils ne veulent pas de mouvement. Moi, je pense qu'il y a là un jugement de valeur sur ce que sont les Français, dont il faut se méfier, parce que je crois qu'ils sont prêts à une mise en mouvement. D'ailleurs, ils ont élu Emmanuel Macron. Mais ils souhaitent être respectés. Et en ce sens, je dirais que par rapport... Nicolas essayait des propositions. Il y a aussi une proposition qu'on devrait faire à ce gouvernement, qui est au fond de dire, mais écoutez, nous prenons notre part de responsabilité comme État. Elisabeth Borne a été directrice de la stratégie de la SNCF, qu'elle ne fasse pas semblant de ne pas l'avoir été. Il y a un moment où il faut dire, on a aussi notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé, il n'y a pas que les cheminots. Il faudrait presque là-dessus, en dehors des détails, une discussion et une affirmation symbolique pour dire, écoutez, vous participez de la fierté de l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment de mépris social qui monte, qu'on a vu à l'hôpital, et attention à cette impression de France d'en haut et de France d'en bas. Nicolas Bavresse. 2 brefs commentaires sur ce qui a été dit par Jean-Louis Bourlange. Personne ne conteste le fait qu'il faille aujourd'hui réformer la SNCF et le système ferroviaire français. C'est vrai que le système marche très mal et qu'il est très coûteux et qu'il est peu performant. Donc, il faut le faire bouger, mais il faut le faire bouger, d'ailleurs, y compris en tenant compte des erreurs qui ont pu être faites, par exemple, au Royaume-Uni. Comme on a dit, au Royaume-Uni, on a voulu privatiser l'infrastructure. Quand on privatise un monopole naturel, ça se termine toujours mal et ça s'est terminé mal. En revanche, on peut garder l'infrastructure, le monopole, et monter un système de concurrence dessus. Donc, personne ne conteste qu'il faut le faire bouger. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que c'est la méthode qui est... On veut le faire bouger, mais personne ne sait vers quoi on va véritablement. La deuxième remarque, c'est sur le côté gaulliste ou gaullien. On a tous très bien compris que Emmanuel Macron, c'est la même chose sur les institutions ou sur sa présidence jupitérienne, que son modèle est le retour à une forme d'incarnation de la Ve République, version de Gaulle. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en durcissant encore le système, en le concentrant, en le personnalisant à l'extrême, est-ce qu'on peut réformer un pays développé comme la France avec ce qui, de fait, a fonctionné dans les années 50, au début des années 60, mais avec par ailleurs une personnalité qui était quand même extrêmement singulière, qui avait à la fois un charisme et une épaisseur politique et historique comme on en rencontre peu dans l'histoire. C'est, me semble-t-il, ça la
la vraie question qui est posée, mais qui est à l'état de question. Il est utile de rappeler que ce sont les voies ferrées qui ont été privatisées en Grande-Bretagne. Le film de Ken Russell, dont évidemment le titre m'échappe au moment où je suis en train de parler, mais que nous ajouterons sur le site dans la rubrique des brèves, montre très bien de quelle manière et dans quel esprit cette privatisation a eu lieu, et explique évidemment pourquoi elle a été catastrophique, et qu'elle a été catastrophique aussi en nombre d'accidents et en nombre d'accidents. Et elle s'est traduite, on peut le dire, par une renationalisation de l'infrastructure. Non, mais vraiment. Ce qui est vrai aussi, si on veut être tout à fait honnête, c'est que le système ferroviaire britannique, avant la privatisation, était dans un état déplorable. Et c'est vrai que faut pas exonérer les travaillistes antérieurs aussi de leurs responsabilités. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que la privatisation s'est traduite par une absence de relance des investissements d'infrastructures dans un premier temps, ce qui a conduit de fait à la renationalisation du réseau postérieurement, parce qu'il fallait bien effectivement payer pour faire une mise à jour. Alors simplement, j'aimerais quand même qu'on soit un peu plus modéré dans nos jugements. Dire la SNCF marche très mal, je pense qu'elle a des difficultés, il y a des problèmes, ils ont des soucis. Non, mais ils ont des soucis, par exemple, il y a des décisions, par exemple, au niveau de la volonté d'intensifier l'utilisation des trains, qui se traduisent dans le même temps par une absence de réorganisation des activités de maintenance, qui font qu'il y a sans doute plus de pannes qu'il y en a eu dans des époques antérieures. Et ils ont beaucoup de problèmes d'organisation industrielle. Tout à l'heure, Jean-Luc Bourlange a parlé de l'histoire effectivement farfelue de cet achat de TGV Alstom pour faire rouler des TGV sur des lignes classiques entre Bordeaux et Toulouse. Bon, c'est vrai que ça nous a tous fait rire. Mais il faut comprendre d'où vient cette histoire. Cette histoire, c'est que c'est des TGV qui, normalement, devaient être achetés pour les besoins normaux de la SNCF. Et il se trouve que la SNCF, au bout de 20 ans d'utilisation des TGV, a découvert que, finalement, en s'organisant un peu différemment, elle pouvait faire rouler ces TGV un peu plus longtemps. Les TGV qu'elle avait en parc. Exactement comme font toutes les compagnies aériennes qui ont compris depuis longtemps que le clé du succès, c'était de faire rouler leurs avions, leurs avions 20 heures par jour. Et tout d'un coup, évidemment, quand vous utilisez plus vos TGV chaque jour, vous avez besoin de moins de TGV. Bon. C'est un drame de l'obsolescence non programmée. Tout à fait. Je partage votre point de vue sur ce point. Mais des réserves comme ça, il y en a sans doute encore beaucoup à la SNCF. Et elles sont liées à quoi? Est-ce qu'elles sont liées aux cheminots? Est-ce qu'elles sont liées aux roulants? Non, elles sont liées aux cadres, elles sont liées à tous ces polytechniciens extrêmement intelligents qui dirigent cette entreprise et qui, du point de vue de l'organisation industrielle, ne me paraissent pas forcément toujours extrêmement performants. Et donc, quand on voit aujourd'hui les effectifs de la SNCF, la part des gens qui sont conducteurs, roulants, qui bossent sur les aiguillages, etc., elle n'est pas finalement colossale par rapport à l'ensemble des cadres. Donc il y a une vraie réflexion industrielle sur l'ensemble de cette entreprise à mener, sur comment améliorer sa productivité. Et je pense que c'est pas forcément en confiant telle ligne entre Dijon et Nevers à Veolia qu'on résoudra ces problèmes. Il faut vraiment s'attaquer aux problèmes industriels. Et là, malheureusement, on est dans l'idéologie, on est dans la privatisation va tout résoudre, on va se taper la CGT, la concurrence, on va se taper la CGT, ça va tout résoudre. Et la question qu'on se pose, nous, c'est qui va gagner à la fin. Oui, je suis pas absolument sûr que le fait que la SNCF ait découvert et tiré profit du fait que son matériel de TGV était plus durable qu'elle ne le pensait, soit une réponse aux gens qui s'étonnent que la ligne nocturne, la seule qui restait entre Rodez et Paris, soit fermée, que celle d'Aurillac a été divisée par 4, et etc. Je pourrais prendre un certain nombre d'autres exemples, sans compter les trains qui ne partent pas, et ceux qui arrivent sous la forme d'autocars, parce qu'en cours de route, ils se sont arrêtés, parce que la Micheline ne marchait pas. Et sur ce plan-là, je n'ai pas encore commencé le recueil d'histoires de la SNCF qu'on pourrait publier, mais je crains malheureusement que ces histoires soient partout assez nombreuses pour avoir durablement une influence sur l'image de la juste SNCF. Un point pour dire, moi je voyage quand même avec cet outil qui s'appelle un pass Navigo dans l'ensemble de l'Île-de-France pour un prix modéré, notamment sur les lignes de la SNCF et des Transiliens. Et si vous êtes allé à Londres récemment, vous avez pu découvrir qu'en venant de ma lointaine banlieue, l'équivalent de ma banlieue pour aller à Londres chaque jour, vous payez 20 livres. Oui. Donc effectivement, avec un train qui est également bondé et avec beaucoup de trains supprimés également. Donc vous voyez, la seule différence, c'est quand même
la RATP davantage que la SNCF, très largement, et la région. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je voudrais... moi, je porte ça sur le plan politique. Il y a un élément qui, je crois, est assez important. C'est, je rebondis sur votre remarque, au bout du compte, on se pose la question, comme dans le football, qui va gagner ? Et je crois que c'est essentiel dans la perception que les uns et les autres ont du débat. Je parle des Français, de l'opinion. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le bien fondé de l'attitude des uns et des autres, il y a implicitement l'idée que si le président perd, ça devient François Hollande. Et ça devient quelque chose d'extrêmement grave pour le pays. Donc, je pense qu'il y a derrière la méfiance des Français à l'égard de la grève, cette idée que ce président, peut-être qu'il fait pas tout à fait ce qu'il faut, peut-être qu'il s'y prend d'une drôle de manière, peut-être qu'il est un peu brutal, un peu jeune, peut-être que tout ça n'est pas très précisé techniquement, mais dans cette partie, exactement là, comme De Gaulle et le putsch, si Charles avait gagné, ça n'allait pas du tout. Quel que soit le bien fondé de la profondeur de la souffrance des Français d'Algérie, etc., face à la perspective de l'indépendance. Et là, on a quelque chose de très important, c'est que c'était ce qui m'avait frappé quand je me suis présenté aux élections législatives. Il y avait deux choses. Les gens vous disaient deux choses. Vous disiez, quand ils étaient vieux et quand ils n'étaient pas trop pauvres, c'est dégueulasse, on va nous faire payer la CSG. Ça a été présent dans toute la campagne législative. Les gens n'ont pas été pris par surprise. Et deuxièmement, il faut qu'ils réussissent parce que sinon, on ne sait pas où ça va. Et je pense que ce réflexe-là est encore d'actualité. Dans cet enjeu, il y a l'idée qu'on a engagé un processus réformateur. Je suis le premier à dire qu'il est assez confus. Un processus réformateur, mais que c'est sans doute la seule voie si on ne veut pas être complètement disqualifié et se retrouver dans une situation de politique de chien crevé au fil de l'eau à la Hollande. À ce moment de l'émission, c'est-à-dire très près de sa fin, est-ce que vous voulez dire un mot sur la stratégie de communication du président qui était jeudi avec un homme aimable, un journaliste aimable qui est Jean-Pierre Pernaut et qui ce soir sera avec, je pense qu'il y aura des flots de testostérone dans l'émission avec les deux journalistes qu'ils reçoivent, Lucille Schmitt. Oui, on a tout à l'heure évoqué les instituteurs dans l'école et il se trouve qu'effectivement Emmanuel Macron était dans une école maternelle, je crois. Mais hyper branchée. Oui. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette stratégie de communication, dans cette intervention du président de la République, donc à 1h, ça a été à 13h, pour ceux donc qui sont chez eux en train de regarder la télévision à l'heure du déjeuner, c'est-à-dire pas toute la France. Ce qui était assez passionnant, si je puis dire, c'est que justement, il a beaucoup parlé, et je rejoins là-dessus Jean-Louis Bourlanges sur l'orientation, il a beaucoup parlé du fait qu'il fallait réussir parce que quelque part, il fallait remettre des règles et en même temps se mettre en mouvement. Donc moi, j'ai trouvé qu'il articulait cette question de l'état de droit et la question du mouvement. Je crois que je l'articulerais assez différemment si j'étais Emmanuel Macron, parce que je trouve qu'il a une manière de dire, au fond, c'est moi qui fais la règle, je rejoins Nicolas Bavrez qui disait, au fond, être De Gaulle au XXIe siècle, est-ce que c'est la même manière de faire? Il a donc beaucoup parlé d'état de droit par rapport à Notre-Dame-des-Landes, par rapport à ce qui se passe en termes de grève, etc. Mon sentiment, c'est que le jeune autoritarisme est là sous tension et que ce qui compte, c'est la suite, c'est-à-dire ce qui l'attend l'année prochaine. Et je pense que cette stratégie de communication ne nous dit pas s'il va réussir où la prestation était réussie, mais je ne sais pas quel pari je prends sur la réussite d'Emmanuel Macron dans la durée après cet épisode. Nicolas Bavrez. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de communication, mais je voudrais insister sur le fait que, sur le côté vraiment décisif du moment que vit Emmanuel Macron et de son quinquennat. Parce qu'en fait, il y a 3 ordres et 3 dimensions. On a parlé de la dimension nationale, ces mouvements sociaux qui sont absolument
clé pour savoir s'il va pouvoir continuer ses réformes plus ou moins chaotiques. Mais il y a 2 autres dimensions qui sont très importantes. La dimension européenne, qui est très inquiétante parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement allemand, mais on n'a plus de chancelière. Et donc, Emmanuel Macron a beaucoup discouru, mais en fait, c'est Orban qui est en train de faire l'Europe de demain. Et puis, on a le plan mondial avec ce qui se passe en Syrie, la montée aux extrêmes des tensions au Moyen-Orient, mais aussi avec la Russie. Et tout ceci va se nouer dans les semaines qui viennent. Donc, c'est ce caractère un peu décisif aujourd'hui de ce nœud du quinquennat que je trouve intéressant et important. Philippe Frémaux. Oui, Nicolas insiste sur les enjeux des semaines qui viennent. Bon, et là, je pense que il a tout à fait raison. Sur le plan de la communication, stricto sensu, on a une bonne illustration du en même temps. C'est-à-dire que de fait, on prend Pernaut, qui est le symbole vivant, effectivement, du journalisme de combat et de la personne qui vous reprend, comme une fois que vous avez répondu à sa question, qui d'ailleurs était plutôt déjà sympathique. Bon, et puis à côté de ça, on va avoir effectivement Bourdin et Plenel qui, eux, incarnent plutôt le symbole du consensus. Et alors, moi, je n'ai pas de doute sur la réussite d'Emmanuel Macron. Il a montré à chaque fois qu'il était au contact, y compris avec des personnes qui lui étaient hostiles, un vrai talent et un vrai courage. Je veux dire, quand pendant la campagne, il est allé voir les gens de Whirlpool après Marine Le Pen à Amiens, il forçait l'admiration de tout le monde. Quand au salon de l'agriculture, il était confronté à un agriculteur à qui il a dit le glyphosate, ça peut être l'amiante de demain, et je ne peux pas être celui qui sera rendu responsable de la mort de vos ouvriers, etc. Là, je veux dire, moi, je me suis senti proche de ce qu'il exprimait. Bon, la question, c'est au-delà de ce talent, quels vont être les résultats de son action. On peut pas être toujours en campagne. Je veux dire, on peut pas être toujours en campagne, et c'est là qu'on verra si effectivement sa méthode est à la hauteur des enjeux que connaît la France aujourd'hui, et notamment est-ce qu'on a vraiment besoin de cette verticalité du pouvoir, ou est-ce que pour mettre la société en mouvement, il y aurait besoin aussi d'un peu d'horizontalité, d'un peu de partage et de plus de dialogue. Jean-Luc Bourlanges. Oui, moi je vais botter en touche par rapport à la question de Philippe et je vais rejoindre l'observation de Nicolas. Je crois qu'il y a eu 2 rendez-vous. Le rendez-vous avec la France territoriale, le peuple de droite et des territoires, comme on dit, c'est-à-dire la France de Vauquier, de quelque part entre l'Archer et Vauquier. Et puis la France des métropoles, c'est celle à laquelle il va s'adresser ce soir avec Edwige Plenel et Bourdin, des métropoles, des périphéries, des immigrés, de tout un... Et puis il y a un 3e rendez-vous qui me paraît très important pour les raisons qu'a très justement, à mon avis, souligné Nicolas, qui est son rendez-vous devant le Parlement européen, parce que je crois que l'enjeu européen, je ne sais pas si c'est la Hongrie qui fait l'Europe, mais j'ai quand même été très frappé de la façon dont l'élection de M. Orban a été accueillie, notamment par la CDU, par Jean-Claude Juncker, donc la CDU en réalité indirectement, par la CSU. Donc là, il y a quelque chose de très profond. Le papier de l'Europe du Nord, animé par Mark Rutte et dont les Allemands sont pas très éloignés, qui était un papier assez insultant. La mise en cause de la politique, de l'idée de faire une liste supranationale avec un changement de pied du PPE, et j'étais à Bruxelles, qui était manifestement fait pour humilier les Français. Tout cela crée une situation très tendue et le discours de mardi prochain du président de la République devant le Parlement européen, c'est un enjeu dont tout le monde se fout en France parce qu'on s'occupe jamais des affaires européennes, mais c'est un enjeu qui n'est pas du tout négligeable en termes de communication. Nous ne nous en foutrons pas. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en répétant ce que j'ai dit la semaine dernière parce que le livre est extrêmement fort et attachant. Tout le monde a dit que lire, c'est vivre la vie des autres ou la vie qu'on n'a pas. Quand il s'agit des 3 mousquetaires, on vit des vies exaltantes dans lesquelles on s'imagine réussir des exploits formidables dans un moment et un contexte d'amitié étonnant. Quand il s'agit de lire le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, on est d'abord impressionné par sa capacité à
faire de la littérature, c'est-à-dire non pas faire du style ou faire des manières, mais arriver à retransmettre quelque chose dont une très grande partie doit être intransmissible. Je rappelle que Philippe Lançon était ce journaliste de Libération et de Charlie Hebdo, qui était à Charlie au moment de l'attentat, qui est un rescapé. Si d'ailleurs sur le fait d'être un rescapé, il écrit des choses très fortes, qui est un rescapé, mais rescapé dans un état absolument terrible. Il a passé 2 ans à suivre des procédures chirurgicales d'une difficulté étonnante, mais c'est pas ça l'important, parce qu'il suffirait de faire la liste de ses malheurs si on voulait attirer la sympathie. Ça n'est pas la sympathie qui cherche à attirer, c'est peut-être même pas le partage, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas partageable, mais c'est le plus possible de la transmission, de serait-ce d'ailleurs que pour alléger le fardeau qu'il porte. Pour ça, il faut être un écrivain, et Philippe Lançon l'est. Son livre s'appelle Le Lambeau, et il est publié aux éditions Gallimard. Lucille Schmitz. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais vous proposer de lire un ouvrage qui s'appelle L'événement 68, qui a été c'est un recueil en fait de textes qui ont été réunis par Emmanuelle Loyer, qui est historienne, qui a beaucoup travaillé sur la question de la culture, qui est paru chez Flammarion, qui est une reprise en fait d'une précédente édition. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on évoque toujours mai 68, et encore plus ces temps-ci, autour de la commémoration. On a tous ces témoignages de ceux qui ont vécu mai 68, qui retrouvent l'espèce de liesse comme ça, 50 ans après. Et en même temps, on a ceux qui sont anti-mai 68. Et là, en revenant au plus près du texte, on s'aperçoit qu'il y avait à la fois donc cette espèce de culture orale, mais il y a eu aussi beaucoup d'écrits en fait qui ont été produits en mai 68. Il y a des tracts, etc. D'ailleurs, à la revue Esprit, on a retrouvé un texte publié par Danny Cohn-Bendit et 3 autres comparses, si je puis dire. Jean-Pierre Duteuil. Et qui en fait nous racontait pourquoi il fallait des sociologues et qui évidemment critiquaient vertement Alain Touraine et Michel Crozier. Mais c'est assez passionnant parce que c'est un mélange entre une culture orale très militante et en fait le passage à l'écrit. Donc je vous conseille ce recueil de textes. Nicolas Bavrez. Dans le droit fil des anniversaires, remontons encore un peu le temps. Allons en 1938. C'est l'année de la publication de La nausée par Jean-Paul Sartre, et puis l'année de la thèse d'Aron sur l'introduction à la philosophie de l'histoire. Et quand on regarde la filiation de ces 2 petits camarades auxquels on a souvent résumé l'histoire intellectuelle du XXe siècle, eh bien, regardons aujourd'hui en 2018 2 excellentes revues. Commentaire qui fête son 40e anniversaire avec un numéro sur le sens de l'histoire, les incertitudes et puis l'Est-Ouest au moment où on voit que une nouvelle guerre froide pointe. Et de l'autre côté, les temps modernes avec un excellent numéro consacré au Venezuela, qui est un pays extrêmement important et souvent très mal connu en France. Et c'est vraiment 2 livraisons de revues remarquables, 2 revues qui naturellement sont complétées par Esprit. Ce numéro sur le Venezuela dont j'avais déjà parlé est un numéro assez étonnant en effet. Oui. Je suis pris au dépourvu parce que effectivement je n'avais pas pensé à cet épisode de l'émission en venant, et en fait ma mémoire défaillante fait que je ne me souviens plus du titre du livre dont je veux parler. Mais je pense que vous pourrez le corriger sur le site. En bref, absolument. Et donc c'est le dernier livre de Stéphane Beau qui raconte l'histoire d'une famille immigrée dans la longue période, avec un travail de sociologue extraordinaire, à la fois très respectueux des gens, alors qu'il en parle avec toute la vérité crue de toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et aussi leur mode d'intégration et l'ascension sociale que certains peuvent connaître dans la fratrie grâce à l'école. Et c'est un livre extrêmement intéressant parce que qui est très profond d'humanité et qui fait rentrer effectivement dans tous les problèmes, et sans minimiser d'ailleurs les difficultés qu'il peut y avoir de l'intégration de l'immigration en France, et qui va très au-delà de ce qu'on lit souvent avec des polémiques d'actualité qui effectivement rendent finalement peu compte de ce qu'est la réalité du vécu des gens. Jean-Louis Bourlange. J'aime beaucoup la brève de Nicolas, qui contient en fait un éloge subliminal de l'école normale supérieure. Mais je voulais, moi, signaler une exposition ce très bel endroit qu'est le musée des armées, aux Invalides. Et ils font une exposition Napoléon stratège. Alors j'en dirais 2 choses. C'est une exposition assez modeste mais intéressante, où il y a des jeux interactifs. On peut jouer aux batailles. Il y a tout un ensemble
ensemble de choses. Mais je veux dire, il y a deux choses qui me paraissent extraordinaires. C'est d'abord de faire une exposition sur quelque chose aussi cérébral que la stratégie. Donc il y avait un défi qui a été assez bien relevé par justement un certain nombre de moyens. Et deuxièmement, et là je trouve ça très bien de la part des armées, ça ne fait pas. On évoque clairement le stratège vaincu. Il y a toute une partie de cette exposition qui s'appelle l'ombre de la défaite et qui explique l'ensemble des défaites de Napoléon, car on ne peut pas comprendre. Napoléon était un génie militaire, mais il faut bien voir qu'il a quand même perdu pas mal de guerres, à commencer par la guerre d'Égypte. Merci, c'était donc L'Esprit public, une émission préparée avec Valentin Petit. Le site est assuré par Nicolas Tourneau, c'est Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produit cette émission et c'est au studio de l'arrière-boutique que nous l'avons enregistrée. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit public.